Bonjour tout le monde, alors c'est Hugo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo après pratiquement 5 mois d'absence. Donc c'est une vidéo un peu spéciale puisqu'on va pas parler aujourd'hui d'un sujet historique, mais on va plutôt réfléchir sur l'histoire. Car comme vous le savez peut-être, pour le bac dans la section ES, un des sujets, le deuxième sujet plus exactement, portait sur l'intérêt de l'étude de l'histoire. Euh, En découle donc qu'aujourd'hui, cette vidéo, voire ces deux vidéos, je ne sais pas encore si je vais les découper en deux parties ou non, sur justement l'histoire en elle-même. Qu'est-ce que l'histoire, les problématiques qui sont posées en lien avec cette discipline, etc. Donc avant toute chose, je voulais vous remercier pour les retours sur les deux premières vidéos. Donc au-delà du nombre de vues qui n'est pas forcément très intéressant, nous avons eu des remarques assez intéressantes justement. À propos notamment de la deuxième vidéo, je suis désolé, c'est moi qui m'occupe du son et j'ai foiré sur la deuxième vidéo. Ça s'entend très bien, hein, la qualité n'a jamais été aussi mauvaise. Donc je m'en excuse et j'essaierai de faire plus attention à l'avenir. Et si possible de retourner une vidéo avec une meilleure qualité et ne pas tout simplement attendre de la poster pour voir si les gens l'apprécient ou non. Donc je n'ai pas vraiment d'excuses hein, aussi à propos des absences liées en lien avec la chaîne. C'est juste pas vraiment un manque de temps, hein, le bac. Et ensuite, tout simplement parce que j'avais pas vraiment le cœur à l'ouvrage. J'ai essayé de m'y mettre à plusieurs reprises, mais bon, ça ne marchait pas trop. Et puis en ce qui concerne mon collaborateur, je pense que c'est à peu près la même chose, si ce n'est que lui, il n'a pas en plus le bon matériel pour enregistrer. Moi j'ai un matériel d'assez bonne qualité. Lui, c'est beaucoup plus compliqué pour enregistrer, donc peut-être qu'il avait beaucoup de choses à faire. Mais vous inquiétez pas, on va revenir pour une vidéo en duo dans assez peu de temps normalement. Maintenant qu'on est dans les vacances et que le bac est passé, si on l'a, donc normalement il n'y aura pas de problème là-dessus. euh, les, comment dire, on aura beaucoup plus de temps parce que les études supérieures nous laissent quand même beaucoup plus de temps. Donc on pourra faire des vidéos, j'espère, de manière plus régulière. On ne peut rien promettre. Bonjour tout le monde, c'est Hugo. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo seule. Cette fois, je ne suis pas en compagnie de mon collaborateur. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'histoire. Donc l'histoire, nous allons la voir en plusieurs points. Nous allons voir d'abord, il faut savoir d'abord aujourd'hui quand nous allons voir l'histoire, la discipline, hein, l'histoire, qu'est-ce que l'histoire, et pas comme dans les deux premières vidéos, hein, un moment assez précis dans l'histoire, parce que l'histoire, c'est quand même une période assez longue, hein, depuis l'invention de l'écriture jusqu'à aujourd'hui. Donc j'espère que cette petite vidéo vous va plaire. Donc nous allons tout de suite commencer d'abord par donc l'introduction au sujet. Nous allons donc répondre d'abord, essayer de répondre plutôt à une question assez simple. Qu'est-ce que l'histoire, hein, fondamentalement? Donc l'histoire, ça peut être deux choses. Ça peut être tout simplement le cours des événements passés, hein, tout simplement le fameux devenir historique, hein, donc c'est-à-dire l'histoire de l'homme, le cours des événements, qu'il l'ait voulu ou non, hein, c'est-à-dire soit des guerres, soit des événements, des catastrophes naturelles, tout ça. Et l'histoire peut aussi renvoyer à la discipline celle qui est étudiée de manière scolaire ou de manière scientifique, qui cette fois vise à retranscrire, à connaître ce passé de l'humanité, hein. Donc ça peut être à travers justement des moyens scolaires comme l'école, le lycée, tout ça. C'est une matière assez importante, assez mise en avant. Et elle peut être aussi d'autre part scientifique, hein. Il y a des scientifiques, on les appelle les historiens, majoritairement ce sont ces gens-là, qui vont aborder le sujet de l'histoire et justement vont essayer de retranscrire ce fameux cours des événements, ce fameux devenir historique. Au passage, un petit point étymologique, hein, le mot histoire vient du grec historia, donc qui signifie à l'origine enquête. Donc l'histoire déjà, étymologiquement, renvoie donc à une certaine objectivité, puisque une enquête doit être objective. Le but étant de réunir des indices. Dans une enquête, on réunit des indices, des documents, des témoignages, et le tout est assemblé afin de reconstruire les événements. Donc l'histoire, par définition, vise justement à retranscrire ce cours des événements. Donc, l'histoire est une science humaine, donc au même titre que la sociologie, par exemple. Donc,
le rapport à la vérité est beaucoup plus compliqué dans les sciences humaines. Parce que dans les sciences expérimentales, les sciences exactes, par exemple les mathématiques, la physique, la biologie, il y a des lois, on peut construire des lois puisque les événements sont généralement les mêmes. Je ne m'y connais pas assez en la matière, ce sont généralement des réactions qui se reproduisent. À la différence de l'histoire, l'histoire ne se répète jamais. C'est une citation qui est souvent mise en avant et qui donc pose cette fameuse problématique. Comme les sciences humaines portent sur l'homme, donc c'est quelqu'un qui est doué de conscience, hein, donc l'historien, donc la personne qui s'attelle à l'étude de la discipline, doit prendre en compte cette liberté des personnages historiques, par exemple. On peut expliquer le comportement d'un objet inerte, on peut lui donner des lois, par exemple la loi de la gravité, tout ça. Bon. Mais le comportement d'un homme ne peut pas être peut être déterminé, ça dépend de votre courant philosophique, mais on ne peut pas vraiment en déduire de loi. De manière plus générale, donc, le statut scientifique des sciences humaines pose problème dans la mesure où il s'agit d'expliquer d'abord les comportements humains, mais aussi de les comprendre. L'explication consiste donc à rechercher des causes euh, ou des lois d'un fait observé, alors que la compréhension, elle, porte sur la recherche d'un sens, donc la signification et le but d'un fait. L'historien ne doit pas juste se contenter de relier des faits entre eux par des causes objectives, hein, comme des phénomènes physiques justement, mais il doit les comprendre dans leur dimension humaine, puisque justement, comme l'être humain est un être qui pense, qui a sa conscience, euh, il doit donc se mettre à la place des personnes qui ont fait l'histoire en quelque sorte, et, et donc doit prendre en compte aussi ce qui se passe dans leur conscience, notamment à leur époque. Il doit éviter justement de penser par lui-même, euh, d'appliquer comment dire sa propre conscience à l'événement, mais essayer de rechercher la conscience du personnage historique pour pouvoir s'imprégner justement des événements et donc déterminer ce qui a pu l'orienter vers tel ou tel choix. On arrive donc au premier problème. L'historien doit être quand même assez objectif. Il doit raconter le passé comme il s'est passé. Euh, Sauf que le passé, ben, il s'est passé beaucoup de choses. On ne peut pas avoir les traces de tout. Donc l'historien, dans son étude, est confronté à deux problèmes. Le premier peut concerner le manque de documents et de sources, hein, comme par exemple de la guerre des Gaules, il n'y en a qu'un seul document aujourd'hui, assez explicatif, c'est la guerre des Gaules de Jules César, qui manque sérieusement d'objectivité, mais qui est la seule base écrite de ce conflit. Euh, mais aussi, tout simplement parce que l'histoire est une science un peu plus fragile, euh, car justement, comme elle a des sources partielles, elle doit les combler. Euh, euh, le deuxième problème, lui, porte sur la tendance naturelle qu'a l'historien à juger les faits. Euh, L'historien a quand même un souci d'objectivité. Il doit restituer avec exactitude, le maximum d'exactitude possible, des faits. Mais le problème, c'est que l'historien est aussi et surtout un homme de son temps. Un historien du XXIe siècle n'a pas la même vision des événements qu'un historien du XVIIIe siècle. Du coup, il subit les convictions de son époque, il est influencé par les idées, par la morale moderne en quelque sorte, et donc va le mener à interpréter de manière différente les sources. Donc le choix de ces sources est majoritairement subjectif. On en arrive donc à plusieurs problèmes. D'une part, en tant que science humaine, donc l'histoire prétend à l'objectivité. Elle prétend donc aussi nous délivrer une vérité sur le passé des hommes. D'autre part, en tant que science humaine, cette fois, le souci d'objectivité de l'historien est en quelque sorte biaisé par la nécessaire intervention d'un jugement subjectif. Le travail de l'historien amène donc à une sorte de jugement, aussi bien dans le choix des sources que dans leur interprétation. Donc, le problème de l'objectivité de l'historien est que dans la mesure où l'histoire est une science qui interprète le passé, euh, qui fait donc intervenir un jugement subjectif, est-ce qu'on peut considérer que l'histoire est une science et donc, comme étant une science, est objective? On peut donc, à partir de là,
dire que l'historien vise une vérité en- lorsqu'il lorsqu'il développe sa discipline. Il essaye de produire une copie conforme des événements passés, qui se veut donc proche du réel. Donc l'histoire, comme discipline objective et scientifique, est née lorsqu'elle a pu euh, se détacher des mythes. Par exemple, premier, le premier historien de l'Antiquité, euh, nommé Hérodote, avait une vision assez mystique de l'histoire lors de l'étude de ces différents sujets, notamment celui de la guerre médique. Euh, donc les historiens, lorsqu'ils font leur propre rétrospective, préfèrent considérer Thucydide comme le premier véritable historien, puisque ce sera le premier à croiser différentes sources, différents témoignages. Il va donc faire ce travail d'enquête. Euh, donc, depuis ces deux exemples, on peut donc voir deux conditions à l'objectivité de l'historien. L'historien doit tout d'abord disposer de sources suffisantes, qui peuvent être de nature très diverse, hein. Ça peut être des objets archéologiques, des documents écrits, des témoignages, des statistiques, des autobiographies, etc. Et il doit être donc capable de les recouper, de les comparer, pour fournir une explication cohérente, qui soit la plus objective et la plus fidèle aux faits possibles. L'historien doit être capable d'interpréter ces sources en prenant garde à leur donner un sens qu'elles ont effectivement. Non. L'historien doit être détaché des sources qu'il examine. L'existence d'une communauté d'historiens va d'une certaine manière limiter les risques d'interprétation excentriques, euh, parce que d'une certaine manière, la majorité des objets historiques, donc la majorité des sujets, ont déjà été étudiés par d'autres historiens, qu'ils soient contemporains ou, ou même plus anciens, qui ont donc déjà donné leur interprétation sur l'événement étudié, ce qui permet justement donc de renforcer l'objectivité et de limiter ces fameuses erreurs d'interprétation. Cependant, il y a des limites à l'objectivité de l'historien. Euh, En effet, dans son étude, l'historien va donc s'appuyer sur différentes sources pour avoir une retranscription fidèle du passé, mais ce n'est pas possible d'avoir toutes les sources. Il doit faire des choix entre différentes origines qu'il juge comme étant adéquats. Donc il y a déjà un jugement de la part de l'historien, ce qui fait qu'il va soit favoriser ou même défavoriser certaines sources au profit d'autres qui ne sont pas forcément vues par, par d'autres personnes comme justement des sources fiables dans le cadre de l'étude historique. Euh, En plus, l'événement en lui-même est justement un fait marquant du passé. Il faut donc aussi choisir des événements. Le choix d'un événement à étudier peut être différent par exemple d'un pays à l'autre. Tous les territoires de la planète n'ont pas été impactés de la même manière par différents conflits. Par exemple, la Première Guerre mondiale est jugée comme un conflit mineur aux États-Unis, comparé à la Seconde Guerre mondiale où ils ont été directement attaqués sur leur sol. Aussi, on pourrait prendre l'exemple de la découverte de l'Amérique, qui n'était pas vraiment un événement historique à l'époque, puisque les Portugais avaient déjà entrepris plusieurs voyages pour pouvoir dépasser le cap Bojador, et ainsi de suite. Donc, comment dire, les hommes importants de cette époque, les hommes historiques de cette époque, comment dire, ne voient pas forcément, même déjà à la base, tel ou tel événement comme étant un événement historique. Christophe Colomb a découvert une île perdue en plein milieu de l'océan. C'était pas non plus sans vraiment connaître ce que ça allait amener dans les siècles à venir et ce que ça a apporté aujourd'hui. L'événement en lui-même n'est pas déjà considéré par les contemporains de l'événement comme étant un événement historique qui fera marque donc dans l'histoire, dans l'histoire humaine. De là, on peut dire donc que l'événement historique relève d'une interprétation. Euh, les faits historiques ne sont donc pas donnés, donc c'est-à-dire ne sont pas objectifs par rapport à la réalité passée, mais sont donc construits par l'historien, donc sont subjectifs. Le paradoxe justement de l'histoire, c'est que c'est une science qui porte quand même sur
quelque chose qui n'existe plus, hein. Le passé, c'est le passé. Oui. Donc la conscience du passé constitue intégralement l'existence du passé. Euh, Beaucoup de personnes défendent l'idée selon laquelle l'historien ne fait que reconstruire l'histoire en interprétant le passé à partir de traces. Et cependant, pour interpréter un événement, l'historien ne doit pas se contenter de le décrire, mais doit en dégager les causes et en comprendre l'essence, comme on l'avait dit dans l'introduction. Euh, Par exemple, l'impopularité de Louis XIV. Euh, à la fin de son règne, Louis XIV était en quelque sorte en disgrâce, hein, comparé à l'image magnifiée dont on a aujourd'hui. Il perdait beaucoup de guerres, les caisses de l'État commençaient tout simplement à se vider. Donc on peut voir que donc à partir des sources qu'on a de cette époque, parce qu'on a très peu de sources, il y a très peu de documents écrits, à part justement des documents portant sur la fiscalité, on peut donc voir que enfin, l'explication qui pourrait découler en regardant aujourd'hui des documents de l'époque de Louis XIV, puisqu'on ne peut pas avoir vraiment de témoignages de gens qui sont morts il y a pratiquement 2 siècles, même plus, ce sont donc des documents papier. Donc à partir de là, on peut en déduire tout simplement que Louis XIV était devenu impopulaire à cause des impôts trop lourds. Mais voilà, c'est juste une source. Mais on sait aussi, sans vraiment avoir de source, que le roi est devenu impopulaire à la fin de son règne, à cause du poids des impôts, bien sûr, mais aussi, par exemple, à cause de ses défaites militaires, ou aussi à cause de ses constructions tout simplement monstrueuses. Le palais de Versailles, c'est ça. Même si au final, à l'époque, bon, la conscience collective était beaucoup moins développée, le chantier de Versailles a été parfois critiqué par quelques personnes. Donc qui avait quand même fait écho aussi auprès du peuple. Beaucoup de personnes pendant la construction du château de Versailles sont mortes, hein. C'est pas un chantier qui a fait aucune victime. Donc, interpréter un événement, c'est toujours supposer une hypothèse explicative, qui est donc par définition subjective, dans la mesure où la cause des événements passés ne sont pas directement données dans les documents, puisque l'historien doit les déduire. Donc l'objectivité de l'historien semble donc n'être qu'un leurre. Je vous remercie donc de m'avoir écouté divaguer pendant pratiquement 5 minutes. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous avons donc vu l'objectivité de l'historien. Est-ce que l'histoire est un objet d'étude objectif ou non? Et aussi justement les fameuses limites de cette objectivité. Donc il n'y aura pas de conclusion dans cette vidéo, il y aura une conclusion plus générale dans la seconde vidéo, après la seconde partie. Donc là, après avoir abordé l'objectivité de l'historien, bien entendu, la prochaine étape, ce sera d'aborder la subjectivité de l'historien. Le tout pour pouvoir justement répondre à cette fameuse question. Finalement, l'histoire est-il un sujet d'étude qui est une matière scientifique, je dirais même, qui dépend de la subjectivité ou qui a quand même une possibilité d'être objectif, car comme on l'a vu à la fin de comme on l'a vu à la fin de cette vidéo, l'histoire en tant qu'objet d'étude peut rester quand même assez subjective dans son étude, ce qui fait quand même beaucoup de répétitions. Donc là, mis à part cette vidéo, je m'excuse auparavant pour les très nombreuses répétitions ou pour des phrases qui marqueront mon temps, hein, comme par exemple le passé, il s'est passé beaucoup de choses, ou le passé, c'est le passé, ainsi que les répétitions de donc, cependant et au-delà qui sont magnifiques. Sachant qu'il y aura peut-être un petit bonus à la fin de la seconde vidéo où je vais faire un espèce de truc assez sympa avec le son. Et si vous y portez assez bien l'oreille, normalement vous pourrez entendre la majorité de toutes mes répétitions. Ce sera très intéressant. Donc je vous laisse avec cette première partie de vidéo. C'était Hugo et je vous dis à la prochaine.